Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au musée de la main Unichu pour cette deuxième conférence d'un cycle de conférences dédié à l'intelligence artificielle changera-t-elle nos vies, en fait, avec aujourd'hui deux conférences, deux regards croisés sur une question qui a fait beaucoup parler d'elle, mais peut-être qu'elle nécessite toujours de nouvelles explorations. On a vu arriver avec les deepfakes peut-être quelque chose qui est une interrogation presque fondamentale, pour ne pas dire existentielle. Est-ce qu'on est arrivé dans un monde dans lequel nos compétences sensorielles ne sont pas suffisantes pour comprendre quels sont les objets que nous voyons, ce que nous percevons? Est-ce que nous nous sommes retrouvés dotés de capacités à nous induire en erreur de manière presque irréparable, on pourrait dire? Ça pose des questions qui sont assez vertigineuses. Et simultanément, nous n'avons sans doute jamais été en possession d'outils à ce point-là capables de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, de systèmes qui apprennent à le faire. Et c'est pour ça que ces deux conférences, elles vont amener des regards très différents, des regards scientifiques et artistiques, mais peut-être que les différences, elles ne sont pas forcément où on les pense, et qui, pour mieux comprendre comment fonctionnent ces systèmes, comment peut-être ils mettent à mal notre capacité, comme je disais, à décrypter notre environnement, et renvoient peut-être aussi, de manière un peu plus réflexive, des questions sur notre rapport au monde et notre rapport dans un monde où l'image, le statut de l'image et du film est peut-être en train de changer. On a peut-être vécu dans une culture de l'image pendant les 100 dernières années où elle avait, bien sûr, elle pouvait être trafiquée, mais elle avait un statut de rapport à la réalité, de convoi, de témoignage de la réalité, et peut-être que cette grille de lecture, elle ne sera peut-être pas aussi suffisante, elle sera plus suffisante par rapport aux enjeux que représentent ces nouvelles technologies. Alors, ça reste de la prospective, mais pour documenter cette prospective, pour y réfléchir, c'est pour ça que nous avons l'avantage d'avoir ces doubles conférences. Et donc, sans plus attendre, je vais présenter le premier intervenant. Il s'agit de Laurent Colbois, qui a fait l'honneur d'être présent avec nous ce soir, qui est assistant de recherche au groupe Biometric Security and Privacy, qu'on pourrait traduire vie privée, sécurité biométrique. Je ne suis pas sûr que cette traduction soit officielle, mais qui est donc assistant de recherche à l'IDIAP, qui est un centre précurseur dans le domaine de l'intelligence artificielle, avant même, j'allais dire, que ce domaine soit à la mode. Donc c'est aussi important d'avoir aussi ici le regard de chercheurs pour qui ne découvrent pas cet univers-là. Il est un titulaire en master en sciences de l'ingénierie computationnelle à l'EPFL. Il travaille depuis 2021, je crois, à l'IDIAP, aussi en collaboration aussi avec l'école des sciences criminelles. Donc là, on voit les enjeux de l'identification. Et ces travaux, si vous regardez la liste de ces publications, qui est assez intéressante, on voit, ça pourrait presque ressembler à presque un langage de science-fiction. Je lis juste le titre d'un des articles dont il est un des co-auteurs, c'est « A GAN-based morph threatening face recognition ». Alors j'espère qu'après son exposé, on y comprendra mieux, mais on voit qu'il y a de la menace, on voit qu'il y a des attaques et il y a de la face recognition. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, de la confrontation, et je me réjouis de l'entendre sur ces différents points. Et donc, sans plus attendre, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse nous dévoiler un peu les arcanes de son domaine de recherche. Et je le remercie d'avance pour sa présentation. Merci. C'est mieux que je parle au micro Oui, ouais. Volontiers. Merci. Alors, pardon, juste mon laptop qui est en veille. Ça marche, ok. Très bien, merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis très content d'avoir été invité pour pouvoir donner cette petite présentation. Oui, comme a été dit, moi je suis actuellement étudiant doctorant à l'Institut de recherche IDIAP, et mon sujet principal c'est la détection de deepfakes. Donc aujourd'hui je vais principalement vous présenter, peut-être, j'imagine que pas tout le monde est forcément familier quand même avec la technologie des deepfakes, donc mon idée c'est de présenter un petit peu qu'est-ce que c'est un deepfake, et qu'est-ce qu'on peut faire avec un deepfake, et qu'est-ce qu'on peut peut-être pas faire, et en gros comment est-ce que ça marche.
Et puis mentionner un peu différents enjeux de société qui sont liés à l'émergence de ces deepfakes. Et également, vu que c'est un petit peu mon domaine, même si ce n'est pas dans le titre, je vais évoquer un petit peu des aspects de détection aussi bien par des humains que par des algorithmes, parce qu'on verra qu'il y a un peu les deux aspects. Donc on commence par la partie sur la technologie de deepfake. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un deepfake? Si on part de zéro, ce qu'on appelle un deepfake, en principe, c'est une vidéo fausse dans laquelle on a remplacé le visage de quelqu'un par celui de quelqu'un d'autre. Donc par exemple ici vous avez cette vidéo à gauche qui est un acteur qui a été filmé en train de discuter, faire un certain nombre de mouvements, et ensuite en utilisant un algorithme d'intelligence artificielle, on remplace dans cette vidéo son visage par celui d'une autre personne, en l'occurrence l'acteur Tom Cruise. Donc je vous laisse vous convaincre que déjà, par exemple cet exemple je le trouve extrêmement convaincant en termes de réalisme, c'est-à-dire que si on n'a pas la vidéo à gauche, on pourrait tout à fait croire que c'est Tom Cruise qui est en train de filmer cette vidéo. Alors, je vais un petit peu détailler, sans entrer dans trop de détails techniques, quels sont les fondamentaux derrière la création d'un deepfake. Et ensuite, je vais un peu évoquer, vous donner un peu les exemples de comment ça a évolué au fil du temps, parce qu'au début, c'était des choses qui étaient peut-être de moins bonne qualité, mais ça progresse au fil du temps. Donc, comme c'est dit, c'est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle, et en particulier ce qu'on appelle des réseaux de neurones, qui sont vraiment le point central de tous les progrès d'intelligence artificielle des dernières 10 années, des derniers 10 ans. Mais vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est un réseau de neurones pour cette présentation. Tout ce que vous devez savoir, c'est que on peut voir ça comme une boîte très sophistiquée qui se nourrit d'un grand paquet de données. Et pourvu qu'on lui fournisse les bonnes données, cette boîte va être capable d'apprendre un peu ce qu'on veut lui faire d'une certaine façon, quelle que soit la tâche qu'on veut lui demander. Et en particulier, la technologie des deepfakes, elle se base sur un concept qu'on appelle un auto-encodeur. Et qu'est-ce que c'est qu'un auto-encodeur? L'idée, c'est que si vous avez par exemple une image de quelqu'un, cette image, à la fin, c'est un paquet de données. Des fois, c'est représenté dans un ordinateur par une série de nombres. Et ces paquets de données, nous, on les décrit comme un certain nombre d'informations, ce qu'on appelle des informations sémantiques, donc des choses qu'on peut formuler. Par exemple, dans cette image, il s'agit de l'acteur Tom Cruise, et il est en train de sourire, et il est tourné vers la gauche, vers la droite, et dans le fond de l'image, il y a cette information. Et ça, c'est un peu une description totale de l'image qui, au final, est contenue entièrement dans les nombres qui représentent cette image dans l'ordinateur. Ce que fait un encodeur, un auto-encodeur, c'est d'essayer de résumer le contenu de cette image pour vraiment se concentrer sur ce qui fait vraiment la partie importante de cette image. Comment ça marche en principe? C'est que vous avez deux composantes qui sont cette partie qu'on appelle un encodeur, qui lui essaye de prendre cette image et puis décrire cette image avec un paquet de données plus petit. Donc on va supprimer de l'information d'une certaine façon en disant il y a moins de données dans ce que je décris, et de représenter l'image sous une forme un peu résumée. Et pour vérifier que ça marche, on a un deuxième partie qui est le décodeur, qui doit être capable de reconstruire l'image d'origine avec cette partie un peu réduite des données. Donc pour faire ça, il faut vraiment que le paquet de données qu'on a extrait il soit vraiment très très représentatif, il résume bien l'image pour qu'on puisse le reconstruire de bonne façon. Et en pratique, donc comme je l'ai dit, c'est un réseau de neurones, ça s'entraîne sur beaucoup de données. Ce qui va se passer, c'est que vous allez, par exemple, dans ce contexte, lui fournir plein d'images de Tom Cruise dans plein de positions différentes, avec plein d'expressions différentes. Et en utilisant toutes ces données, vous allez être capable d'entraîner cet auto-encodeur à faire un bon travail. Et maintenant, c'est quelque chose que vous faites identité par identité. Donc vous pouvez faire ça pour Tom Cruise, mais vous pouvez aussi faire ça pour notre autre personnage, qui est celui qui tournait la vidéo originale qu'on a vue tout à l'heure, qui lui aussi a son propre auto-encodeur, qui est une façon de décrire ce qui fait le contenu de ces images. Et maintenant, c'est là qu'on arrive sur la technologie deepfake. On va utiliser ça de façon un petit peu trichée, c'est-à-dire qu'on va mélanger les décodeurs. Donc, je prends mon image de mon acteur de la vidéo d'origine, je résume le contenu de cette image avec l'encodeur de cette personne, et maintenant, au lieu d'utiliser le décodeur de mon acteur d'origine et de reconstruire la même image, je vais à la place utiliser le décodeur qui a été entraîné pour les images de Tom Cruise. Et quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens en sortie une image qui est, en termes de contenu, la même
que l'image d'origine, c'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un avec la même posture, avec la même expression, avec basiquement tout le contenu du visage qui est le même. Mais par contre, l'identité, ce sera celle de Tom Cruise. Et donc ça, c'est vraiment le fondamental de comment c'est la partie intelligence artificielle qui est dans la génération de deepfake. Maintenant, un truc qui est important de mentionner, c'est qu'en pratique, il y a quand même, après ça, beaucoup de travail supplémentaire pour vraiment obtenir la vidéo finale. Et c'est du travail qui souvent peut être fait de façon parfois un peu automatisée, mais des fois aussi manuelle, qui consiste souvent à, par exemple, aller extraire de cette image juste la partie du visage, la découper, peut-être l'agrandir, la diminuer, et puis après aller coller ça dans la vidéo originelle, peut-être appliquer encore quelques filtres pour vérifier qu'on ne voit pas les contours et ce genre de choses. Donc il y a quand même du travail encore à faire ici, qui n'est pas trivial, qui devient de plus en plus automatisé, mais qui n'est pas encore complètement automatisé, pas toujours. En pratique, ces deepfakes ont commencé à apparaître aux alentours de 2017, c'était ce qu'on appelle un peu les premières générations, et à l'époque, il y avait quand même un certain nombre d'imperfections. Alors j'espère que ça rendra suffisamment bien aux gamers, mais par exemple, vous aviez des soucis avec des deepfakes où la partie du visage qui a été modifiée est de beaucoup plus basse résolution que le reste de la vidéo, ce qui est assez notable. Des problèmes de contraste ou de couleur, par exemple, si le visage de la personne qu'on a mis dans la vidéo n'est pas la même que le visage de la personne d'origine, on va peut-être avoir des différences de couleur de peau, par exemple, qui pourront être visibles. Des fois, vous avez simplement même la frontière, la partie du visage qui a été collée, on voit la frontière dans la vidéo d'origine. Et vous avez des fois des problèmes avec des éléments restants. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui ne porte pas de lunettes, puis que vous voulez mettre son visage sur l'image de quelqu'un qui porte des lunettes, vous aurez peut-être des soucis avec les branches des lunettes qui restent, par exemple, et ce genre de choses. Mais ça, c'était en 2017. Et entre-temps, les gens ont beaucoup travaillé à rendre cette technologie meilleure et meilleure. Et maintenant, dans ce qu'on appelle un peu les deepfakes plutôt génération 2, on a des choses qui sont beaucoup plus robustes et de bien meilleure qualité, où on a par exemple des variations avec des vidéos où on est à très, très longue distance de la caméra, où il y a des différences de luminosité qui sont très extrêmes, ou aussi des pauses qui sont extrêmes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas trivial, parce que évidemment, c'est possible de faire un deepfake plus facilement si on a une personne qui se tient absolument de face, et puis qu'on veut prendre une personne de face, et puis remplacer son visage par le visage de quelqu'un d'autre qui se tient de face. Mais dès que vous commencez à bouger beaucoup, regarder en haut, en bas, etc., ça devient évidemment plus difficile, mais ça commence à fonctionner déjà. Et dans le cas où vous faites des efforts extrêmement importants, aussi au niveau du travail manuel que vous faites après, vous obtenez à ce moment-là ces deepfakes de très haute qualité, comme cet autre deepfake de Tom Cruise, où là, vous avez des choses, par exemple, il porte des lunettes de soleil, il les enlève, et la qualité du deepfake, elle reste bonne. Plus tard, vous allez voir, il y a un exemple où, par exemple, il passe sa main devant son visage, et la qualité du deepfake reste bonne, le réalisme reste préservé. Mais vraiment, ce que j'aimerais insister ici, c'est que obtenir des deepfakes de cette qualité, qui sont souvent montrés beaucoup comme exemple, ça demande quand même aussi, en l'état actuel, un travail manuel qui reste important, et une grande expertise dans la manipulation d'images et la falsification d'images. Donc on n'est pas encore au stade où on peut générer ça en masse en utilisant juste des systèmes automatisés, des algorithmes. Cela étant dit, on a quand même déjà des choses qui sont disponibles pour faire de la génération de masse, donc de façon complètement automatisée, et qui commencent à être relativement bonnes. Donc pour donner ces exemples, moi j'ai utilisé une application que vous trouvez sur Google Play ou sur l'Apple Store sans problème, qui s'appelle Reface, et vous pouvez, à partir d'une seule photo de votre visage, créer des deepfakes de vous-même. Alors ici, j'en ai deux exemples. Un, c'est un deepfake où ce visage d'origine originellement fixe, on va m'animer pour me faire chanter une chanson de Michael Jackson. Alors, vous voyez que dans l'état, évidemment, c'est quelque chose qui est complètement automatisé, qui se fait en 15 secondes sur votre smartphone, mais évidemment, c'est un petit peu de moins bonne qualité. Par exemple, on voit que, certes, le visage bouge, mais tout le reste de la photo est complètement immobile, donc on peut remarquer assez facilement qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, ça a plus vocation en l'état à être quelque chose de divertissant, mais enfin, c'est quand même déjà d'une assez bonne qualité pour dire qu'il y a zéro travail manuel là-dedans. Et un autre exemple, c'est un exemple de face swap. Donc, on a remplacé, on met mon visage à la place de Leia Organa, Leia Skywalker dans Star Wars.
bon, je crois que s'ils font un remake, ce serait bien de ne pas me prendre moi au casting dans tous les cas. Et donc voilà, c'est un exemple aussi. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont absolument automatisées. Donc le but de tout ça, c'est un peu de vous donner la nuance entre les choses de très grande qualité qu'on peut faire avec un grand travail manuel, et puis l'état des choses qui peuvent être générées de façon complètement automatisée. Et ce à quoi on s'attend, c'est typiquement ce qui peut potentiellement, par exemple, inonder les réseaux sociaux. Ce serait plutôt des deepfakes générés en masse, qui sont de moins bonne qualité, mais qui sont générés en masse. Mais par exemple, je montrerai après, je parlerai de deepfakes politiques. On peut avoir des deepfakes où il y a une équipe qui va vraiment se concentrer pour faire un deepfake d'une très bonne qualité. Et là, on peut vraiment atteindre des choses assez spectaculaires. Puis finalement, j'aimerais quand même mentionner aussi le fait que maintenant, en particulier dans le monde de la recherche, on commence à avoir une définition un peu plus large en fait, de la notion de deepfake, où c'est pas forcément juste une vidéo, mais c'est en fait n'importe quel faux média réaliste qui a été généré par un algorithme d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une définition très large globalement. Et là, je voulais vous donner deux exemples de ça. Ce que vous avez en haut, ce sont des visages absolument synthétiques, c'est-à-dire que c'est des identités qui ont été créées de toutes pièces par une intelligence artificielle qui est capable de vous pondre autant que vous voulez, autant que vous lui demandez, des nouvelles images de personnes qui n'existent pas. Ça, c'est un exemple qu'on considère maintenant aussi comme un deepfake, même si ce n'est pas une vidéo et même si on n'est pas en train de remplacer le visage de quelqu'un par celui de quelqu'un d'autre. Et un autre type de deepfake qui est en développement extrêmement rapide, là, même les 2-3 derniers mois, qui évolue à une vitesse assez folle, c'est ces systèmes de texte à image. C'est-à-dire que c'est un générateur de deepfake où vous allez juste lui donner en entrée la description d'une image, juste la légende, avec rien d'autre, et en sortie, il va vous donner une image pour laquelle cette légende serait appropriée. Donc par exemple ici, vous tapez en entrée à Cléopâtre regardant son smartphone, et l'intelligence artificielle vous recrache cette image de Cléopâtre regardant son smartphone. Vous tapez Rose en laine sur le bureau d'un tailleur, et l'intelligence artificielle vous sort cette image avec exactement ce que vous avez demandé. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement impressionnant, qui pour l'instant, la majorité des modèles sont plutôt gérés par des très grosses entreprises qui les laissent un petit peu, disons, qui les rendent plutôt privés, c'est-à-dire qu'on a un degré limité de contrôle. Mais il y a de plus en plus des modèles open source, donc en libre accès pour tout le monde, qui arrivent et qui vraiment sont capables de faire ce genre de choses. Et donc aussi, je pense que ça va évidemment être très intéressant d'un point de vue de sécurité, mais aussi d'un point de vue artistique, je pense que ça va remettre en question beaucoup de choses sur la paternité d'une œuvre, notamment. Je pense qu'il va y avoir énormément de débats très intéressants dans ce domaine. Maintenant, je passe un petit peu sur un aspect plus sur le niveau des enjeux sociaux qui vont être causés par l'émergence de ces deepfakes, et pour ça j'ai décidé de me concentrer sur 4 exemples concrets qui se sont déjà produits, de situations qu'on peut s'attendre à rencontrer de façon de plus en plus régulière dans les prochaines 5-10 années, je dirais. Alors, une des premières problématiques, c'est évidemment celle de l'usurpation d'identité. Ici, ce que vous avez comme exemple, c'est un deepfake, alors pour le coup, qui a été fait comme démonstration par le MIT, pour juste montrer le risque de la technologie, qui est un deepfake de Barack Obama, dans lequel en fait juste la bouche a été remplacée. Donc on prend une vraie vidéo d'Obama et on va juste toucher la bouche pour changer ce que dit la bouche et pour coller ça à un enregistrement audio, de façon à pouvoir faire dire à Barack Obama absolument ce qu'on veut. Vous allez voir après qu'il y a un acteur qui en fait fait une imitation de la voix d'Obama et que on s'assure juste que la bouche corresponde à ce qui est dit. Et donc évidemment, ce genre de deepfake politique, on peut imaginer que ça peut avoir des impacts assez nocifs dans la situation. On se retrouve avec, par exemple, un deepfake de ce type, avec le politicien qui tient des propos absolument outrageux, juste la veille d'une élection, par exemple. On peut imaginer que ça peut avoir un certain nombre d'impacts négatifs. De l'imitation actuelle de cette problématique, d'une part, c'est que ça demande quand même, pour que ce soit réaliste, une bonne imitation de la voix. Et qu'en l'état actuel, on n'a pas encore de bon deepfake audio, c'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur le visuel, mais ça vient gentiment. Et la deuxième chose, c'est que c'est des deepfakes qui, par définition, ont vocation à être disons, partagés de façon extrêmement rapide et forte, et que du coup, ça donne aussi la possibilité aux personnes attaquées
de publier une information pour dire non, en pratique, ça n'est pas moi, c'est une vidéo deepfake. Une deuxième problématique, c'est celle de la désinformation. Donc là, il s'agit plutôt de... Là, c'est un exemple plutôt lié à ces fausses identités que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc il est déjà arrivé plusieurs fois sur Twitter qu'il y a des organismes qui créent plusieurs faux profils auxquels ils assignent, ils leur donnent une photo de profil en utilisant une de ces fausses images pour donner plus de réalisme. Et ils utilisent ça pour ensuite transmettre des fausses informations d'une façon un petit peu difficile à tracer. Parce que vous avez tous ces faux profils qui vont commencer à émettre différents tweets qui font référence à l'une ou l'autre information erronée, et ils se retweetent entre eux, et ensuite de cette façon on commence à faire grandir cette tendance en fait sur Twitter, ce qui permet de faire passer ces informations, et on n'arrive pas ensuite à identifier d'où l'information est venue, parce qu'elle est venue de façon parallèle de plein de faux profils qui fonctionnent en synergie. Et un troisième problème qui, je pense, est aussi c'est le revers de la médaille, c'est qu'avec l'émergence de tous ces deepfakes, on va se retrouver à mettre de plus en plus facilement en doute les vidéos réelles. Là, vous avez un exemple concret qui s'est passé il y a 2-3 ans, sauf erreur, au Gabon. Donc, vous aviez le président gabonais Ali Bongo qui n'avait pas été vu en public pendant quelques mois, sauf erreur, pour raison de santé. Et la rumeur a commencé à courir qu'il était en fait décédé. Et du coup, le gouvernement a décidé de publier une vidéo du président qui disait « Non, c'est bon, je suis encore vivant, ne vous inquiétez pas ». Mais probablement à cause de ses problèmes de santé, il y avait quelque chose d'étrange sur les vidéos, il était très immobile du visage notamment. Et ce qui a conduit en fait ses opposants à suggérer qu'il s'agissait d'une vidéo deepfake. Et donc à quand même mettre en doute qu'il était effectivement vivant. Et tout ça a au final conduit à une tentative de coup d'État carrément. Donc on se rend compte à quel point ce genre de doute sur les vidéos réelles peut avoir un impact important aussi sur des aspects politiques. Dans la même ligne, on a aussi un problème au niveau juridique où ça va vraiment remettre en question de façon de plus en plus drastique les éléments de preuve vidéo. Et il y a un exemple concret qui s'est passé en France l'année passée, sauf erreur, ou il y a 2 ans, où il y avait un humoriste français qui est attaqué pour diffamation. Et l'élément principal du procès, la preuve principale, c'était une vidéo de lui qui tenait ses propos diffamants. Et sa défense, c'était qu'il s'agissait en réalité d'un deepfake. Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on a vraiment besoin d'avoir des outils très très spécialisés qui sont capables d'analyser un média dans un contexte juridique et de dire avec une bonne certitude, oui, c'est une vidéo qui est réelle, ou non, c'est une vidéo qui est fausse. En pratique, dans ce cas en particulier, juste pour l'illustration, le juge a estimé que c'était une vidéo qui était réelle et les éléments sur lesquels il s'est basé pour ça, c'était d'une part que la qualité était considérée comme trop parfaite, c'était une longue vidéo de 2 minutes, c'est quand même long pour un deepfake, et qu'il y avait un certain nombre d'éléments très compliqués à reproduire qui étaient faits de façon absolument parfaite, par exemple l'évolution des rayons du soleil au fil de la vidéo. Ils ont aussi considéré d'autres aspects qui sont indépendants vraiment de la vidéo elle-même, le fait que la vidéo était tournée sur un lieu de tournage qui avait aussi été utilisé auparavant par l'humoriste accusé. Et également, c'est un petit peu, ça fait presque sourire, mais ils ont aussi considéré que la défense du deepfake n'était pas valide parce que sinon l'humoriste aurait dû aussi porter plainte pour usurpation d'identité, ce qu'il n'a pas fait. Alors, voilà. Donc, avec ces exemples, je crois que je vous donne un peu un aperçu de cette problématique de deepfake. Un truc que je n'ai pas mentionné aussi, je n'ai pas de slide pour ça, mais c'est qu'en pratique, 90% des deepfakes qui existent actuellement sur Internet sont à caractère pornographique en réalité. C'est là que la technologie se développe le plus. Et évidemment, c'est-à-dire qu'on crée une vidéo pornographique de quelqu'un qui n'a jamais filmé n'importe quelle vidéo de ce type, qui est évidemment aussi quelque chose qui peut porter à tort à énormément de personnes. Donc avec tout ça, on voit qu'on a besoin aussi bien d'être capable de faire de la détection de deepfakes à une large échelle, par exemple pour pouvoir les filtrer sur des réseaux sociaux, aussi bien que de pouvoir faire de la détection de deepfakes sur un cas très particulier, par exemple dans un procès, où on va vraiment pouvoir analyser une vidéo dans des détails extrêmement fins
pour décider si oui ou non elle est réelle. Ce qui m'amène du coup au sujet de la détection, qui est celui qui m'intéresse aussi parce que c'est mon sujet de thèse. Et donc pour commencer, je pense qu'une question intéressante à poser, c'est est-ce que les humains déjà sont bons à détecter les deepfakes? Et donc là, je vous présente de façon un peu rapide un travail qui a été effectué dans mon groupe de recherche il y a 2-3 ans, dans lesquels on a pris 120 vidéos, 60 réelles et 60 fausses, et on a demandé à différents sujets de l'expérimentation de classifier ces vidéos entre les vidéos vraies et les vidéos fausses. Et ce qu'on a constaté en pratique, c'est que si on prend des deepfakes de première génération, on va dire, qui sont considérés comme, disons, de moins bonne qualité, en général, les humains sont bons pour détecter ce genre d'image. Mais en fait, quand on va sur les générations plus récentes, la situation carrément s'inverse. C'est-à-dire que, en fait, vous avez, la plupart du temps, les gens se trompent. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce qui est vrai est faux, ils pensent que ce qui est faux est vrai. Et en plus, ils sont en général quand même assez certains de leurs décisions. Donc, conclusion, les humains ne sont pas vraiment fiables maintenant dans l'état actuel de la technologie. Ce qui fait qu'on se tourne de plus en plus vers des solutions qui sont elles-mêmes algorithmiques et en particulier qui sont elles-mêmes basées sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, on fait de l'intelligence artificielle contre de l'intelligence artificielle un petit peu. Je veux quand même vous donner 2-3 exemples des différents outils qui sont utilisés pour faire ces détections. Certains sont plus intéressants d'un point de vue algorithmique, mais certains peuvent aussi être utiles pour des humains, pour un peu devenir sensibles à certains détails. Donc une des choses qui est faite par exemple, c'est d'utiliser différentes inconsistances temporelles sur les vidéos fausses. Par exemple, dans certaines générations de deepfakes qui sont peut-être d'un peu moins bonne qualité, vous n'avez pas de clignement d'yeux par exemple, ou alors des clignements d'yeux qui sont extrêmement irréguliers. Donc si vous avez, alors c'est quelque chose qu'un humain pourrait potentiellement repérer, mais vous avez aussi des algorithmes qui essayent d'identifier les clignements d'yeux dans une vidéo et qui constatent que si ces clignements d'yeux n'ont pas vraiment de sens ou que s'il n'y en a pas, ça pourrait potentiellement être une vidéo fausse. Un autre aspect que j'aime beaucoup, parce que je trouve la technologie assez chouette, c'est un nom très compliqué, donc je vais juste dire l'acronyme parce que je ne me rappelle plus qui c'est. Une technologie qui s'appelle RPPG, qui concrètement est capable de détecter votre battement cardiaque à partir d'une vidéo de vous, parce que à cause de votre battement cardiaque, la couleur de votre peau a tendance à légèrement changer au fil du temps. Et c'est quelque chose qu'un algorithme est capable de percevoir, d'amplifier. Et ce qui se passe, c'est que si vous faites ça sur une vidéo réelle, vous allez avoir un battement cardiaque tout à fait régulier. Si vous faites ça sur une vidéo deepfake, typiquement, vous allez observer soit pas du tout de battement cardiaque, soit quelque chose d'extrêmement bizarre. Donc c'est aussi un outil qu'on peut utiliser. Si je me concentre plus sur, par exemple, ces fausses identités que je mentionnais tout à l'heure, des fois, on remarque certains défauts qui reviennent de façon régulière. Par exemple, il est assez commun d'avoir des asymétries. Par exemple, je ne sais pas si ça se voit très bien au climat, mais des deux yeux de couleurs différentes. Donc on peut potentiellement se servir, mais évidemment en sachant que dans la réalité, il y a aussi des gens qui ont parfois des iris de couleurs différentes. Et puis ici, encore quelques autres exemples. Souvent, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a intérêt à plutôt se concentrer, non pas directement sur le visage, qui est vraiment la partie sur laquelle l'algorithme de génération se concentre, mais plutôt sur ce qui est un peu autour, qui pourrait potentiellement être un peu moins bien fait. Par exemple, ici, vous avez une fausse identité dans laquelle le visage est vraiment bien fait, mais par exemple, vous avez une assez forte asymétrie entre les deux boucles d'oreilles, ce qui pourrait suggérer que vous avez une très longue boucle d'oreille ici et plus courte ici, ce qui pourrait potentiellement suggérer qu'il y a un souci. Dans cet exemple, j'espère que ça se voit, vous avez des cheveux qui ont l'air de sortir un petit peu du fond, de l'arrière-plan, de façon un petit peu fantomatique comme ça. Et puis ici, vous avez par exemple au niveau du vêtement ou de l'épaule des choses qui ne sont pas tout à fait régulières. Si vous êtes curieux de voir si vous en sortez bien, il y a ce site web qui s'appelle whichfaceisreal.com, donc quel visage est réel, qui vous propose à chaque fois 2 images dont l'une est une vraie photo et l'autre est une photo générée, donc une identité complètement fausse. Et vous pouvez essayer de deviner laquelle est laquelle. Ce que vous avez probablement constaté, c'est que on progresse à ce genre de jeu. En général, au début, on ne sait peut-être pas trop, et puis au bout d'un moment, on finit par reconnaître certains défauts qui reviennent un petit peu régulièrement. Donc, c'est un truc qui est assez intéressant pour moi, parce que ça veut dire
certes, on n'est pas forcément bon à détecter les defects par défaut, mais si on est entraîné, si on s'entraîne à le faire spécifiquement, on a la possibilité de progresser. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un travail de sensibilisation qui peut être fait. Donc pour résumer tout ça, l'important c'est que CDFX c'est une technologie qui est vraiment en progrès extrêmement rapide, toujours maintenant, avec le type de faux contenu généré qui est de plus en plus variable et qui se fait globalement de façon de plus en plus automatisée. Un bon aspect, c'est que malgré tout, cette génération de masse, même si elle est possible, elle est quand même encore imparfaite, mais ça progresse. Un point très négatif, c'est que effectivement, cette génération, disons, si on se concentre sur un seul deepfake, qu'on veut le rendre de très très bonne qualité, en prenant le temps qu'il faut, en ayant les compétences de manuelles requises, et puis peut-être en étant une équipe organisée, on peut faire des choses qui sont extrêmement crédibles. Donc c'est quelque chose à tenir en compte, notamment dans le contexte politique. Je crois que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre peut-être dans les 5 à 10 prochaines années. J'ai résumé un petit peu les impacts nuisibles que ça peut avoir en termes de désinformation principalement, et le fait que globalement c'est quand même difficile à détecter, mais c'est pas impossible. J'espère que à la fin de ma thèse j'aurais pu un petit peu rendre ça un tout petit peu moins impossible, on verra. Mais je crois que le message principal en fait qu'il faut retenir de cette présentation, c'est un message qui au final est assez simple, c'est qu'il faut vraiment toujours garder son esprit critique sur Internet. Quand vous avez une vidéo de quelqu'un qui tient des propos qui sont étranges pour cette personne, ça vaut la peine de se poser la question de vraiment qui a uploadé cette vidéo, ou est-ce que je retrouve la même information dans d'autres sources que qui sont potentiellement plus ou moins fiables, etc. Donc je crois qu'il faut vraiment... il n'y aura pas de solution miracle, disons, pour la détection des deepfakes, parce que aussi bien on progresse en détection, aussi bien les méthodes de génération progressent également. Donc c'est un petit peu un jeu de chat et de la souris. Donc l'esprit critique restera, je pense, l'ultime arme pour ça. Je vous remercie pour votre attention. Alors je ne sais pas comment s'organiser, si on est supposé avoir des questions maintenant ou après. Alors déjà merci pour Ce que je propose, c'est peut-être s'il y a des questions de compréhension. L'idée c'est qu'on ait les deux présentations et qu'après on bénéficie de votre présence pour que vous puissiez aussi voir comment vous adressez vos réponses aux deux. Donc je proposerais simplement s'il y a des questions de clarification que vous les posiez maintenant, mais qu'on garde du temps pour une discussion commune dans un réseau. Je ne sais pas si c'est le cas. Donc, moi j'ai juste une petite question un peu technique, mais ça donne l'impression que en fait, à la fois l'intelligence artificielle a contribué à créer ces deepfakes et on a quand même l'impression que maintenant elle devient une ressource nécessaire pour arriver à les détecter en fait. Oui, il y a un petit peu de ça. En fait, c'est un peu une problématique. C'est assez dérangeant d'une certaine façon. C'est-à-dire que, en fait, on se retrouve un peu maintenant dans la situation où presque n'importe quel problème que vous voulez résoudre, si vous avez des données qui sont utilisables pour un peu décrire ce problème, on va dire, un système basé sur l'intelligence artificielle va presque toujours faire du meilleur travail que n'importe quel algorithme très réfléchi que vous allez pouvoir faire. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé par exemple sur la détection de deepfakes, j'ai travaillé sur certaines approches qui ne sont pas basées sur l'intelligence artificielle. On va identifier qu'il y a des textures qui sont irrégulières dans l'image, on va vraiment faire des analyses très, très poussées. Et ça marche un peu, mais ça marche jamais aussi bien qu'un système basé sur l'intelligence artificielle. Et c'est vrai pour la détection de deepfakes, mais c'est vrai pour presque toute tâche que vous pouvez imaginer, du moment que vous avez une quantité de données importante qui représente ce problème, quoi. Ça fait un petit peu souci d'une certaine façon, parce qu'on a l'impression qu'il y a un moment où on ne va plus vraiment avoir le contrôle sur quoi que ce soit, mais il faut aussi réaliser que je me perds un peu, mais que c'est pas... Pour l'instant, on reste sur des intelligences artificielles qui sont extrêmement spécialisées dans un seul domaine aussi. C'est quand même un point qui est important. La bonne nouvelle, c'est que votre domaine de recherche a beaucoup d'avenir, du coup. Ah, ça oui. Moi, je suis content, je ne vais pas me plaindre. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je propose qu'on passe. Je remercie encore et on aura l'occasion d'avoir des discussions peut-être communes.